Nous sommes ici à Paris, dans les jardins de l'Institut d'études politiques Sciences Po Paris, un lieu où l'on pense, où l'on réfléchit, où on le recherche autour du monde, de la géopolitique mondiale. Et nous y sommes pour parler d'une réalité trop oubliée, trop mésestimée, trop sous-estimée. La guerre en Europe même, la guerre en Ukraine, sur notre continent, la résistance du peuple ukrainien à la guerre d'agression, d'invasion déclenchée par Vladimir Poutine. Cela dure depuis 11 ans et de manière intensive depuis 2022, depuis plus de 3 ans. Qu'est-ce que l'Ukraine a à nous dire? Qu'est-ce que la résistance de son peuple a à nous apprendre? Nous en parlons avec la formidable chercheuse, avec le bilan de ses enquêtes de terrain en Ukraine même, avec Anna Colin-Lebedev. Bienvenue à l'Échappée. Bonjour Anna Colin-Lebedev, bienvenue à l'Échappée. Nous sommes ici à Paris, à l'Institut d'études politiques, ce qu'on appelle Sciences Po Paris, dans son bâtiment ancien, là où vous avez fait vos études de ce qu'on appelle, terme un peu barbare, de politiste, puisque vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nanterre et également chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Politiste, mais aussi sociologue, et on va voir que ce mot a de l'importance. Et nous allons parler de votre principal terrain de recherche aujourd'hui, qui est l'Ukraine, et par conséquent aussi la Russie, en parlant aussi de votre itinéraire de vie, puisque vous êtes né soviétique et arrivé en France en 1989. Et nous allons parler de cette guerre. Il y a le Proche-Orient, il y a Gaza, il y a la Palestine, il y a l'Iran, il y a tout ce basculement dans un chaos mondial, mais il y a en Europe même, de manière intensive depuis plus de 3 ans, depuis 2022, depuis la guerre d'invasion déclenchée par Vladimir Poutine, mais de manière constante depuis 11 ans, depuis 2014, une guerre sur notre continent. Et après d'autres livres qu'on va revisiter, vous venez de sortir celui-ci, ce libelle, un livre très resserré, un petit essai, l'Ukraine, la force des faibles, mais la qualité ne se mesure pas à la longueur, car il y a une thèse très très forte dans ce livre, et par laquelle je voudrais qu'on commence, qui est issue de votre enquête de terrain. La force des faibles, c'est la faiblesse de l'Ukraine. En fait, Poutine, en l'envahissant en 2022, pensait qu'elle tomberait. C'était un État faible, un État corrompu, les citoyens étaient indifférents à tout ça. Et vous avez répondu à la question « Pourquoi l'Ukraine a résisté ?» D'où vient la résistance ukrainienne? Et la réponse, c'est qu'elle est venue de la société. Oui, c'est vrai. Alors, je ne nie pas en fait l'importance de tous les autres facteurs, le soutien international, la dimension proprement militaire, aussi une certaine faiblesse de l'armée russe que nous avons constatée à cette occasion. Mais c'est vrai que si tous ces éléments-là, je dirais, nous donnent une explication, moi, dans les observations que je conduis en Ukraine, c'est bien les dynamiques sociales en fait qui semblent prédominer, hein, et notamment dans la manière dont la société s'organise pour la guerre et non seulement la manière dont elle est je dirais, transformée par la guerre. C'est-à-dire que souvent quand on regarde les sociétés en guerre, on va regarder l'effet sur les civils qui sont les victimes du conflit armé, qui sont déplacés par le conflit armé, mais relativement peu en réalité la manière dont la société prend part à la défense. Or, si cette manière dont la société prend part à la défense est à mon sens présente dans beaucoup de conflits armés, elle est particulièrement saillante en Ukraine. Je dirais elle est dominante en Ukraine et c'est quelque chose que j'observe non pas depuis 3 ans, mais depuis 2014. Aussi, j'observe une évolution de la société, c'est-à-dire ce n'est pas du jour au lendemain qu'une société se retrouve engagée dans la guerre et conduit une guerre, mais c'est le fruit aussi d'une transformation longue qui n'est pas uniquement un réarmement ou une construction d'une force armée, c'est aussi une sorte de réorganisation, de prise d'initiative, de prise de conscience aussi d'un certain nombre de phénomènes. Et je pense que voilà, si j'ai voulu sortir ce livre et ces réflexions aujourd'hui, c'est parce que quelque part, nous sommes aussi dans des sociétés qui se pensent comme faibles, qui se pensent comme très éloignées de la guerre, qui se pensent comme incapables de faire face à pas mal de défis. Et je trouvais que le cas ukrainien, en fait, était un cas qui
quelle que soit la difficulté et la douleur que vivent les Ukrainiens dans cette guerre, quelle que soit l'issue à court terme, à moyen terme, à long terme, cette dynamique-là, elle donne de l'énergie et elle donne de l'espoir. Oui, parce que vous racontez sur votre blog, en photo, en vous moquant de vos talents de photographe, vous racontez la genèse de cette enquête qui en effet est sur une décennie, hein, c'est une enquête de terrain, et dont en effet la surprise, c'est l'inverse d'une militarisation de la société. C'est une société qui se prend en main parce qu'elle ne fait pas confiance à son État. C'est ce que vous racontez. L'État, c'est nous, dit l'un de vos interlocuteurs. Vous dites tous les terrains où vous avez été, à Kiev, à Zhytomyr, à Dnipro, à Lviv, à Vinnytsia, mais aussi Tchernivtsi, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, pardon pour mon accent, mais en tout cas, ça donne toute la diversité de ce que vous avez visité. Et en nous faisant prendre conscience à une société française beaucoup trop indifférente que vous donnez les chiffres à un moment, plus de 70% des Ukrainiens sont concernés familialement par cette guerre. Plus de 80% ont eu des blessés. Bon, en fait, tout le monde, toute la société a été impliquée et elle s'est auto-organisée. C'est ça la surprise. Au début, vous parlez de ces bataillons volontaires autogérés, c'est la société elle-même, hein, c'est pas un État autoritaire qui lui dit engage-toi et tout, même s'il y a la mobilisation générale depuis 2022, il y a une inventivité de la société et on ne peut pas, en vous lisant, ne pas la rapporter à ce que beaucoup de nos débats politiques ignorent en France. Il y a eu une révolution, le Maïdan, il y a eu déjà une société qui s'est prise en main, et c'est ça que Poutine ne voulait pas, et c'est ça qu'il n'a pas vu. Tout à fait. Et le fait que l'ignorance de la Russie de ces transformations sociales en Ukraine, pour moi, est un marqueur fort de cette guerre. C'est-à-dire que la Russie considère que l'Ukraine lui ressemble. Non seulement qu'elle lui ressemble, mais que c'est un même pays, que c'est un même peuple. Nous nous rappelons de ces discours de Vladimir Poutine. Et si c'est un même peuple, et si c'est un même pays, eh bien, on n'a pas besoin, en fait, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il suffit juste de transposer, en fait, ce qu'on attendrait dans le cas russe. Et précisément, la Russie n'a pas vu, en fait, ou le Kremlin n'a pas voulu voir toutes ces transformations qui étaient pourtant évidentes. Alors, pour moi, en tant que sociologue, ces transformations sont vraiment à chercher dans ce qu'était la société ukrainienne avant la guerre. Et ce que vous avez mentionné, à savoir la faiblesse des institutions, la corruption, la très faible confiance des citoyens dans les institutions publiques, extrêmement faible, quelque part, aurait pu avoir un effet destructeur. L'État ukrainien aurait pu s'effondrer. D'ailleurs, en 2014, il y a beaucoup d'analystes qui disent non, mais de toute façon, voilà, cet État va s'effondrer. Et on a constaté, à l'inverse, en fait, des citoyens qui, parce que l'État n'était pas en capacité, en fait, de répondre à une guerre d'agression, eh bien, on se sont mis à côté de l'État, où on rejoint l'État, où on renforce l'État pour lui permettre de conduire cette défense. Et on est, ces dynamiques de bas en haut, nous les observions en 2014, 2015, 2016, on les observe encore aujourd'hui. Ça reste encore une dynamique que précisément quand on raisonne vous voyez, en termes de pouvoir politique, on ne peut pas saisir, et qui est une dynamique qui en fait nourrit les capacités de défense ukrainiennes. C'est très important parce que c'est justement ce qu'on ne raconte pas et ce que ne voit pas et ce que, j'allais dire, invisibilise avec ces clichés notre débat politique. Nous, à Mediapart, on traite toutes ces dissidences qui tiennent les deux bouts, qui sont au front parce qu'il y a une agression, mais qui en même temps défendent les droits sociaux, des syndicats qui font aussi des textes sur la Palestine. Il y a ça, des mouvements LGBT qui amènent au front des éléments de soutien aux soldats en disant, vous savez, qui a fait la collecte par rapport aux préjugés homophobes, etc. Et une de vos interlocutrices le résume, elle dit, ce que je trouve formidable dans notre société, une collègue et amie ukrainienne, c'est que je sais que pour chaque problème qu'un citoyen pourra rencontrer, il y aura un groupe ou une association qui sera là pour l'aider. Et vous ajoutez, parce que l'État ne sera pas forcément là. C'est ça la force des faibles. Oui, la force des faibles, c'est aussi paradoxalement quelque chose qu'on a tendance plutôt à décrier, à savoir l'individualisme. Nous avons souvent vu l'individualisme plutôt sous un angle critique dans la manière qu'il a de désengager les individus de la société, de l'intérêt général, de l'action en commun. En l'occurrence, le cas ukrainien nous montre que l'individualisme n'est pas forcément incompatible avec un engagement pour le bien commun. C'est juste que, en fait, l'engagement va se faire, je dirais, de la manière dont les
individus, dont les citoyens jugent pertinents, et non pas de la manière dont l'État leur impose. Alors qu'en Ukraine, en réalité, si l'État propose une initiative, il y a de fortes chances qu'elle soit critiquée, qu'elle soit jugée impopulaire, qu'on lui trouve énormément de défauts. L'État ne fait que continue aujourd'hui à se réapproprier en fait de ces dynamiques et de ces propositions qui viennent par le bas. Vous ne le dites pas, mais il y a comme une sorte d'éloge justement de pratiques libertaires, de pratiques de mobilisation, de socialisation, de conscientisation, si je peux me permettre, qui sont hors État, qui sont en dehors de l'État, même si après, comme vous le racontez, elles influent sur l'État. Il y a des va-et-vient où vous avez un de vos protagonistes qui est un engagé et puis qui après va s'occuper de la gestion pour l'État, des vétérans, etc. Mais il y a un côté qui renvoie à une tradition politique, celle au fond que la tradition soviétique a écrasée. La tradition libertaire. Alors, vous avez la tradition libertaire et les Ukrainiens vont la mettre énormément en avant, avec notamment le passé anarchiste et les mouvements Makhno dont ils s'inspirent pas mal aujourd'hui. Mais en réalité, il y a d'autres dynamiques par le bas qu'on a plutôt tendance à mettre complètement, d'isoler complètement des questions civiques. Par exemple, l'entrepreneuriat. Et en l'occurrence, ce que j'observe en Ukraine pas mal aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont soit des entrepreneurs, soit des personnes actives dans le monde économique vont utiliser des méthodes qui sont celles de l'entreprise, en réalité pour conduire des activités de défense. Et je ne parle pas seulement de fabrication de drones, où là c'est évident qu'il faut qu'il y ait une entreprise qui tourne, y compris dans les ONG, en fait, on va faire du benchmarking, on va faire une étude de marché, on va faire une enquête de satisfaction des consommateurs, par exemple, si les consommateurs sont ces personnes qui apprennent à tenir les armes et à tirer, et qu'on les entraîne dans un terrain quelque part en périphérie de la ville, eh bien, il va y avoir cette volonté de faire le mieux possible dans toutes les méthodes ONG, méthodes d'entreprise, méthodes politiques des mouvements qui agissent en dehors de l'État, se regroupent aujourd'hui parce qu'il y a une perception extrêmement claire de la menace. Il n'y a pas d'ambiguïté aujourd'hui dans la société ukrainienne sur la menace existentielle qui pèse sur elle et sur la nécessité de combattre parce que tout simplement il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est aussi douloureux quand on vous lit, c'est de prendre conscience de notre trop longue indifférence. Vous le rappelez, au fond, à Paris 2014, donc l'annexion de la Crimée, le Donbass, en fait, on a laissé faire. Minsk II, c'est des accords tout à fait favorable au fond au rapport de force du côté de la Russie. Et au fond, l'Ukraine a dû se débrouiller toute seule, pour l'essentiel. La légende construite par la propagande russe, du soutien occidental, de l'instrumentalisation américaine, quel que soit le jeu des puissances par ailleurs, elle fait l'impasse, elle essaye d'effacer cela. Il y a une société qui résiste. Il y a une société qui résiste et qui aujourd'hui sait qu'à nouveau, il y a des chances qu'elles doivent résister moins aidées, moins entourées et moins soutenues. Et donc à nouveau seules. À nouveau, c'est Trump. Le nouveau, c'est Trump, mais je pense aussi que nos lenteurs, nos indécisions, notre incapacité aussi à percevoir cette guerre comme une guerre qui nous concerne très directement, eh bien, je dirais jour après jour, joue sur le front. Et je perçois la difficulté de cela en Ukraine, mais en même temps, ce n'est pas la première fois que l'on prédit la fin de la résistance ukrainienne et que néanmoins les individus considèrent, les citoyens considèrent qu'ils ont toujours résisté jusqu'à maintenant et ils vont continuer. L'autre aspect, pour terminer de revisiter cette Ukraine, la force des faibles que vous racontez bien, c'est qu'il y a aussi, j'ai dit, c'est l'inverse de la militarisation, même s'il y a une conscription forcée, il y a un combat, etc. Rester soi-même. Et vous dites d'ailleurs, les visiteurs qui vont en Ukraine sont étonnés qu'il y a encore des cafés, qu'il y a encore de la vie culturelle. Rester soi-même. Ne pas devenir une société sous cloche, qui est l'envers, au fond, d'une propagande militariste, verticaliste, autoritaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que si militarisation il y a, j'insiste bien que ce n'est pas une militarisation par le haut, ce n'est pas l'État qui impose la guerre et les priorités militaires à la société, c'est au contraire, voilà, ça vient une fois de plus par le bas. Et si le pays tout entier se retrouvait en fait réduit à la guerre et réduit à ces personnes qui font la guerre, eh bien quelque part la Russie aurait gagné. La Russie aura gagné et donc
il est indispensable, les Ukrainiens considèrent que c'est un acte de résistance, d'une part, de maintenir une sorte de normalité, mais que c'est aussi extrêmement important pour eux que la vie ne s'arrête pas, y compris la vie politique et sociale, ne s'arrête pas parce que guerre il y a. D'autant qu'ils se projettent aujourd'hui dans une guerre qui va possiblement durer. Donc il ne faut pas renoncer aux débats sociaux, il ne faut pas renoncer aux revendications politiques, il ne faut pas renoncer à des préoccupations sociales. Et rester soi-même, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'Ukrainien aujourd'hui n'est pas réduit à son statut de combattant. Il est le combattant, mais il est aussi la personne qu'il est en dehors de ce conflit armé. L'armée est aujourd'hui composée de civils, c'est de civils d'hier. Donc en fait, elle est complètement imprégnée aussi de ces débats qui traversent la société. Et le débat sur les LGBT dans l'armée est un débat qui existe. La question de la liberté de parole et de la remontée d'informations sur ce qui ne va pas sur le front est aussi quelque chose qui concerne beaucoup les Ukrainiens. On a un va-et-vient en réalité constant entre ce qui relève de l'armée et ce qui relève de la société civile. Et ça, c'est quelque chose que, une fois de plus, on ne peut percevoir que lorsqu'on est à l'échelle de la société et pas uniquement sur la ligne de front ou pas uniquement dans les cabinets des instances politiques. La guerre, en fait, est en débat permanent dans la société ukrainienne. Elle ne fait pas que faire la guerre, elle parle de la guerre. Et aujourd'hui déjà, les Ukrainiens, en fait, verbalisent, publient ce qu'est leur expérience de guerre. Je pense qu'on a un exemple assez unique d'une expérience de guerre qui n'est pas racontée a posteriori par ceux qui reviennent, mais qui est racontée au jour le jour par ceux qui la vivent. Il y a des publications extrêmement nombreuses, le marché du livre est très très actif en Ukraine, des publications extrêmement nombreuses de carnets des combattants, de mémoire des combattants, mais aussi de journalistes qui publient leurs réflexions sur la guerre, mais aussi de responsables d'ONG qui publient leurs réflexions sur la guerre. Donc tout ça, c'est la vie démocratique, ce n'est pas que les élections. On parle des élections qui ne peuvent pas être conduites en Ukraine en ce moment, de temps à autre, dans nos discussions politiques. Mais la vie démocratique, c'est aussi la capacité à débattre de la manière dont l'Ukraine se défend et de la justice sociale, par exemple, qui est une thématique forte et une préoccupation forte pour les Ukrainiens dans la guerre. La démocratie ne se réduit pas à l'élection. La preuve, c'est qu'on a de plus en plus de pouvoirs autoritaires qui, à l'abri de l'élection, s'attaquent à ce qu'est la vitalité de la démocratie. Et d'une certaine manière, ce que vous décrivez, et je dis à celles et ceux qui nous écoutent d'aller voir, puisque c'est en accès libre, le partenaire de Mediapart, Kyiv Independent, qui est en anglais et qui est qui s'est créé quelques mois avant l'invasion et qui montre ce bouillonnement par tous ces reportages. Vous pouvez le soutenir aussi, parce que c'est aussi ça la vitalité. Une presse, il y a toujours une presse qui fait son travail et qui prend le risque de faire son travail. C'est aussi, cette société, d'une certaine manière, elle fait vivre une réponse politique à l'agression. Il n'y a pas seulement une agression impérialiste qui viole le droit international, comme d'autres, et nous tenons tous les bouts sur la façon dont le droit international est piétiné dans le monde aujourd'hui, mais c'est aussi de porter une réponse à la dictature de Poutine, au fait que Poutine, il faut toujours le rappeler, il a profité de cette guerre pour mithridatiser, figer totalement la société, jusqu'à revenir non seulement Mémorial, évidemment le journalisme, évidemment les syndicats, mais on l'a oublié, même le comité Helsinki, c'est-à-dire quelque chose qui datait encore des années de la guerre froide, qui était une petite avancée, il a supprimé, il a fait passer à la trappe toute potentialité de la société elle-même face au pouvoir d'État. Oui, et c'est vrai qu'il est extrêmement douloureux, par exemple, vu de Russie, de regarder cette société ukrainienne si vive et en fait si résistante et si bouillonnante précisément. Je pense que c'est très clairement une réponse aussi de l'Ukraine, de la société ukrainienne à Vladimir Poutine, qui nie l'existence de cette société. Et la preuve en est apportée, je dirais, par chacune de ces petites actions, par ce travail de fourmi au jour le jour. L'Ukraine est douloureuse pour la Russie parce qu'elle est une alternative. Et précisément parce que la Russie a tendance à penser l'Ukraine comme similaire à elle-même, en plus petit,
en moins bien le fait qu'elle représente non seulement une alternative, mais aussi un contre-modèle d'une certaine manière, hein, de la conduite de la guerre. Je pense que ça rend en fait la résistance ukrainienne encore plus insupportable au pouvoir russe. Le pouvoir le voit, mais la société russe ne le voit pas, à cause les médias russes ne font pas vivre ça. La société russe arrive à savoir ce qui se passe en Ukraine ? Je suis gênée de vous apporter une réponse parce qu'à la différence de l'Ukraine, où je peux faire des enquêtes de terrain, où les gens sont extrêmement désireux en fait de me répondre, de m'emmener avec eux, de me montrer les choses, la Russie, nous ne pouvons plus y enquêter librement. Donc nous la regardons de beaucoup trop loin. Hein. On a heureusement des collègues russes qui arrivent à conduire un certain nombre d'enquêtes à couvert. Par exemple, nous avons une équipe à couvert, vous voulez dire discrètement tout à fait, sans se présenter en fait en tant que chercheur, ce qui, voilà, éthiquement n'est pas forcément recommandé, mais qui est la seule solution que nous avons aujourd'hui. Nous avons une équipe de jeunes collègues qui s'appelle le Laboratoire de sociologie publique, qui, par exemple, conduisent depuis le début de la guerre des enquêtes dans des villes de province russes où le sociologue s'installe comme un visiteur. Et puis va au salon de coiffure, c'est souvent des enquêtrices femmes qui font ça, salon de coiffure, place publique, réunion, discussion dans les cuisines, et regarde en fait comment la guerre est présente ou absente et transforme ou ne transforme pas la vision de la société. Donc si on s'appuie sur ce que eux nous ramènent en fait du terrain, on constate que les Russes sont engagés dans un effort constant qui leur demande des forces considérables pour ne pas voir la guerre. C'est-à-dire que c'est un effort. La guerre est en réalité présente absolument partout. Et je pense qu'ils doivent s'efforcer d'essayer exactement, fermer les yeux très très fort pour ne pas voir. Et déjà, nous montre bien en fait dans quelle situation se retrouve la Russie. On évite le plus possible que le sujet de la guerre ne soit abordé dans les conversations publiques. On cherche en fait à être engagé dans une activité où on sera le moins possible concerné par la guerre, le plus possible à l'abri. Et ça nous renseigne en fait sur cette société qui n'est pas une société qui ignore parce qu'on ne lui a pas montré, qui n'a pas... la question de l'accès à l'information, aujourd'hui, est une fausse question. Quand on cherche l'information, on la trouve. Malgré la censure. Il y a les VPN, il y a les communications interpersonnelles, et après tout, il y a ces signes tangibles que sont les cercueils qui reviennent dans le pays, et puis ces expériences de guerre. Enfin, voilà. On a aujourd'hui une multitude de sources qui permettraient aux Russes, en réalité, de savoir, et la plupart, je pense, savent qu'ils sont en train de fermer les yeux sur quelque chose de terrible, mais ne voient pas d'autres solutions, ou choisissent de ne pas avoir d'autres solutions que d'occulter pour pouvoir continuer à vivre, continuer à respirer, continuer à préserver ce qu'ils pensent pouvoir encore être préservé. Alors, l'une des questions, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on préserve en fait quand on ferme les yeux sur l'insupportable, et qu'est-ce qu'on sacrifie, et quel est le prix qui est à payer aujourd'hui pour cela, mais qui sera aussi un prix que la Russie de demain en fait va devoir payer. C'est là où on le rejoint votre travail de sociologue, parce qu'au fond, il y a une constance dans vos travaux. Alors, c'était présent dans Jamais frères, qui raconte sur la longue durée l'histoire de ces deux sociétés, et justement qui est une réponse, je dirais, à une sorte, on est ici à Sciences Po, j'ai parlé des politistes, comme il y a les kremlinologues, il y a les spécialistes, ceux qui ne voient que les États, qui oublient les peuples, et ça fait beaucoup de catastrophes très souvent. Et votre livre, qui a eu un grand succès, Jamais frères, raconte qu'au fond, on est devant une tragédie post-soviétique qui brasse toutes sortes de choses. Il faut rappeler quand même que l'Ukraine est la terre de sang, comme a dit un de vos collègues. C'est la terre, au fond, la plus meurtrie, aussi bien de la catastrophe criminelle nazie que de la catastrophe criminelle stalinienne. Les deux se sont emmêlés. Mais avant cela, je l'ai retrouvé, vous avez fait ce travail, le cœur politique des mers, et c'est intéressant parce que ça rejoint la question de la guerre, c'était déjà votre travail, sur la Russie, et où d'ailleurs vous dénoncez les points aveugles de la sociologie des mouvements sociaux post-soviétiques, c'est-à-dire encore une fois ne pas voir la société. Et vous avez pris les mers, c'est-à-dire c'est les comités du mouvement des mers, de soldats, qui, notamment, le retour avec la catastrophe qu'a été la guerre en Afghanistan. Et il y a un lien, parce qu'une de vos premières sources dans votre enquête de terrain en Ukraine,
les premiers qui s'engagent à 50 ans, à 60 ans, ce sont des vétérans de la guerre en Afghanistan. Et ces personnes ressources que vous suivez, et là, il y a, dans ce livre, qui a une de premières recherches, il y a ce travail de comment la société vit indépendamment de l'État. Même un État autoritaire, même un État brutal, la société continue. Oui, alors ce bouquin est issu de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue ici dans ces murs. D'où notre choix. D'où notre choix. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'étais engagée dans ma formation ici, qui était déjà la formation au master, donc à l'époque DEA et en thèse, on était à un moment formidable d'études sur la zone, ce moment où on avait précisément abandonné la criminologie. Pendant très longtemps à Sciences Po, on a formé des criminologues et des experts des experts de l'ennemi soviétique dans le contexte de la guerre froide. Moi, je suis arrivée en 1999 à Sciences Po en master. Ça faisait déjà une dizaine d'années en réalité que le vent avait tourné et qu'une nouvelle génération était en train d'envisager en fait la Russie autrement. Il y avait une volonté en fait de normaliser l'étude de ces sociétés, de les traiter précisément avec nos outils des sciences sociales comme des sociétés qui doivent être décodées et pas seulement comme des univers totalitaires où il n'existait que l'oppression. Et c'est vrai que j'ai eu la possibilité précisément de conduire ce travail parce que nous étions dans ce mouvement, nous étions très bien accompagnés par des sociologues, économistes, politistes dans la tradition de la maison. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à constater, alors pas dans le milieu de la recherche, mais dans les débats sociaux... Retour de la criminologie. Poutine, les oligarques, on ne voit que cela, et on ne voit plus. Exactement. On a un retour de deux choses, à la fois la criminologie, c'est-à-dire un focus sur le haut, qui est aussi dû à nos difficultés d'accès au reste du terrain, mais aussi, en fait, l'école totalitarienne qui voyait dans l'Union soviétique uniquement un État totalitaire où en fait seul l'État compte puisque la société atomisée ne fait que subir et ne fait qu'être victime. Je pense que nous prenons un énorme... c'est une très mauvaise direction en réalité que nous prenons aujourd'hui et dans laquelle il ne faut absolument pas s'engager parce que l'épaisseur des sociétés n'a pas disparu et l'épaisseur des sociétés est là. Et donc c'est vrai que dans ce travail qui est consacré au mouvement des mères de soldats, j'avais tenté de saisir les citoyens qui étaient confrontés à l'État, pas forcément dans un contexte combattant, même si le contexte de guerre était déjà extrêmement présent, mais dans le contexte du service militaire qui, à l'époque dans les premières décennies post-soviétiques, et hélas, ça n'a pas changé, était très meurtrier parce qu'il y et a très violent. Il y a eu la Tchétchénie, mais même en temps de paix, en réalité, l'armée restait une institution violente, très peu respectueuse des droits des soldats. Et en fait, le travail du mouvement des mères de soldats de la fin des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, et un certain nombre continue, était de protéger, non seulement de protéger en fait ces soldats en essayant de les tirer des situations terribles dans lesquelles ils se trouvaient, mais aussi d'interpeller l'institution militaire sur ce qui n'allait pas, sur ce qu'il fallait changer, sur la nécessité de respecter des droits, etc. Et donc c'est vrai qu'on était, il y a eu l'expérience des guerres en Tchétchénie et en Afghanistan, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu vraiment une confrontation entre l'État et la société autour d'enjeux vitaux. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, quand je repense à ce travail-là, je me sens responsable, voire coupable de quelque chose. Il y a une chose que je me suis refusée de voir, même alors qu'elle était complètement sous mon nez, parce que ce n'était pas possible en dialogue avec le mouvement des mères de soldats, mais je pense que c'est un aveuglement volontaire que nous étions beaucoup à avoir. Les soldats étaient traités et sont traités par le mouvement des mères de soldats comme des victimes de l'État. Ce qui est tout à fait logique quand il s'agit de conscrits, de garçons de tout juste 18 ans qui sont envoyés sans préparation à la mort dans un contexte ou un autre. Mais dans le contexte des guerres en Tchétchénie, en fait, nous avons beaucoup vu la victime et j'ai beaucoup parlé des victimes, mais nous n'avons pas vu que le soldat, en même temps que victime, était un bourreau, bien évidemment, sur les terrains de guerre sur lesquels il s'exerçait. Et je pense que c'est un aveuglement, en réalité. C'est un aveuglement que nous partageons avec la société russe. La société russe qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais eu le courage, l'opportunité, la possibilité de se confronter en fait à ce que les citoyens russes ont pu faire à d'autres dans les guerres que la Russie a conduites, mais aussi dans la répression, par exemple.
Nous avons, vous voyez, le soldat russe est un soldat, et soviétiques sont perçus comme des soldats loyaux et désireux de protéger la veuve et l'orphelin. Et ce discours prend d'autant mieux que, en fait, voilà, ce travail, ce retour sur ce que la Russie a pu faire en dehors de ses frontières n'a jamais été véritablement travaillé. Mais en même temps, par exemple, lorsque dans les années 90, on revient sur les répressions staliniennes, on réhabilite les victimes, on condamne les crimes du stalinisme, mais on laisse de côté la question des bourreaux. Or, pour qu'il y ait autant de victimes, les bourreaux, il a fallu beaucoup de bourreaux dans différentes couches de la société et à différents niveaux et avec différents niveaux d'implication et de responsabilité. Et je pense que ce déni, en fait, de responsabilité, non seulement de l'État, mais de chacun des citoyens dans ce qu'il a pu commettre, sont l'une des clés qui rendent la guerre actuelle possible. Parce que, précisément, le Russe ne questionne pas sa responsabilité individuelle dans ce qui est en train d'advenir. Soit il suit l'explication de son État, soit il considère qu'il n'a pas son mot à dire. Mais en tout cas, voilà, cette histoire non dite est une histoire que la Russie est déjà en train de payer et va continuer à payer. Là, on rejoint les derniers mots de ce livre formidable, hein, Jamais frère, qui inscrit donc dans la longue durée cette histoire. Je vous écoutais là et je pensais sur la Tchétchénie et ce nouvel impérialisme qui envahit un pays pour l'empêcher de construire sa liberté, en considérant qu'il est à lui. Il faut appeler ça d'un mot, ça s'appelle du colonialisme. Et quand vous parlez de l'indifférence sur la question des bourreaux, nous savons bien ici même que la question coloniale, et c'est évidemment aussi ce qui fait écho à ce qui se passe pour la Palestine avec Israël, la question coloniale, dans l'idée de supériorité d'une civilisation, d'une culture, d'une grandeur, en vient à être barbare soi-même contre d'autres. Et c'est la société qui accompagne ça, voilà, et qui fait ces crimes. Je voudrais lire les derniers mots de Jamais frère, parce que ça résonne. Vous dites « L'arrêt des combats ne suffira pas pour que les deux peuples puissent à nouveau se parler et se comprendre. Le chemin vers l'autre ne pourra se faire que lorsque la Russie, pouvoir et société, donc ce que vous venez de dire, sera prête à reconsidérer ses valeurs, son passé et la vision de son avenir. Quand elle acceptera d'affronter les épisodes douloureux de son histoire, de s'interroger sur sa responsabilité et de questionner cette grandeur de la Russie, et nous sommes à l'époque, la grandeur, Make America, Great Again, partout, la grandeur, hein, et là, cette grandeur de la Russie qui lui sert aujourd'hui d'étendard. On avait pensé à tort les comptes de l'Union soviétique soldés lorsqu'elle s'était dissoute sans conflictualité majeure en 91. Le vrai prix à payer nous est donné aujourd'hui. Et ce prix devient de plus en plus lourd, hein, en réalité, parce que là, on a une société russe qui s'enfonce aussi dans la conduite de cette guerre. J'ai sorti Jamais frère en septembre 2022. Il a été écrit vraiment dans les premiers mois de la guerre, et on sentait déjà en fait à quel point ce qui arrivait en fait était, je ne sais même pas comment le qualifier, inexorablement destructeur, profondément destructeur. Je pense que cette guerre est en train de détruire la société russe de l'intérieur à un degré qu'on n'anticipe pas encore. Vous avez fait d'ailleurs des alertes dans différents articles, soit sur votre blog, soit sur Le Grand Continent, soit dans AOC, pour mettre en cause aussi la façon dont, quand vous dites ça s'empire, c'est plus grave encore, ça continue, on s'installe, mettre en force la façon dont une indifférence s'installe, et y compris, il y a eu un texte que je trouve très poignant que vous avez fait le 31 octobre 2023, donc on est quelques semaines après les massacres du 7 octobre, recommencer à penser la guerre en Ukraine, c'est-à-dire vous alerter sur le fait que tout d'un coup, une histoire, hein, comme une focale, comme une caméra qui se déplace, va nous faire oublier une autre situation. Et vous y êtes revenu en démontant les idées reçues sur l'Ukraine, comment ces idées reçues témoignent de notre propre lassitude. Hein. Ah, les Ukrainiens sont fatigués, les Ukrainiens ne veulent plus combattre, etc. Et là, il y a une vraie alerte, comme si, ici même, on ne prenait pas la mesure, et c'est encore moins excusable maintenant que Trump et Poutine sont alliés, de fait, de cette menace, parce que vous le dites à un moment, le but de guerre de Poutine,
c'est au fond une vision, ce qu'il appelle l'Occident, c'est au fond les idéaux démocratiques. Je pense que nous devons garder une exigence en fait, intellectuelle par rapport à cette guerre-ci et à d'autres. Les logiques de l'actualité ne nous y aident pas. Et moi, j'en veux pas du tout en fait, aux médias de se reporter sur voilà, les épisodes forts et sur les conflits chauds nouveaux qui émergent. Et voilà, tous ces... Oui, mais il y a un côté zapping, il y a un côté oubli, il y a un côté qui oublie la complexité, le puzzle, où tout ça se tient. En réalité, moi, je fais confiance en fait à la société française sur sa capacité à revenir à la question ukrainienne parce que on est concerné au plus près, et on est concerné au plus près parce que nous avons été désignés comme ennemis par la Russie, par l'État russe. On ne choisit pas son ennemi, et c'est votre ennemi qui vous choisit. Je pense que nous sommes à une période où cette prise de conscience est encore extrêmement partielle. Et c'est juste à nous de maintenir la vigilance et c'est à nous de donner des outils de compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, je continue mes enquêtes sur le terrain. Alors, je les continue parce que je suis une sociologue et que je ne sais faire en réalité que ça. Mais je les continue aussi parce que je pense qu'on a besoin toujours de faire un pas de côté et de regarder la situation autrement, de voir ce qui évolue et de le transmettre, en fait, de faire un retour à la société, mais aussi de soulever un certain nombre de problèmes qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'augmenter nos budgets défense. La question se pose, qu'est-ce que nous ferons de ces budgets défense? C'est-à-dire, quel type de défense et de sécurité est-ce que nos sociétés vont penser, et à quel point, en fait, est-ce qu'elles vont prendre en compte non seulement ce qu'est la guerre, parce que la guerre se transforme, mais aussi de ce que sont les sociétés. Parce que les sociétés ne sont pas celles, en fait, qu'on imagine aujourd'hui dans la conduite du conflit armé. Et je reviens, par exemple, assez régulièrement dans les médias sur la question de la mobilisation militaire de la population. La mobilisation militaire, je pense que c'est l'une des choses les plus fortes qu'un État peut faire à ses citoyens. Demander à un citoyen de prendre les armes pour affronter la mort et potentiellement tuer quelqu'un, c'est un axe extrêmement fort. On extirpe une personne de sa vie pour la propulser dans une vie dont elle sortira transformée. La mobilisation a été pensée pour un autre type de guerre, mais aussi pour un autre type de société. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, quand je reviens d'Ukraine, et j'y vais régulièrement pour faire mes enquêtes de terrain, à chaque fois que je suis en France, et ça m'arrive même dans la rue et dans le métro, c'est une déformation, on est entre déformation professionnelle et syndrome post-traumatique, je pense, de me dire, et lui, et elle. Et nous. Et nous, voilà. Et que fait chacun d'entre nous? Comment il se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, en fait, de contribuer à la défense de notre pays? Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, faire face à une menace? Où est-ce que ça bloquerait? Vous voyez, je me pose sans cesse, en fait, des questions sur les blocages. Moi, je suis incompétente pour y répondre. Je ne suis pas une sociologue de la société française, en l'occurrence, même si, bien évidemment, j'ai quelques idées. Mais en tout cas, je lance cette expérience ukrainienne dans nos discussions parce que je pense que c'est une discussion que nous ne pouvons pas éviter et qui est non seulement politique, elle n'est pas juste sécuritaire, hein. C'est à la fois un débat politique, mais c'est à la fois quelque chose qui concerne les humains que nous sommes et qui concerne également la mise en pratique d'un certain nombre de valeurs que l'on affirme dans nos sociétés. Et en fait, ça pose tout un tas de questions extrêmement concrètes. C'est-à-dire, si un jour mes collègues universitaires étaient confrontés à la nécessité d'aller prendre les armes, que ferions-nous? Et que ferait mon voisin qui n'a jamais fait une minute de sport dans sa vie? Et que ferait ma voisine qui est profondément pacifiste? Et etc., etc. On peut décliner les exemples à l'infini. Et qu'est-ce que je ferais de mon enfant? Qu'est-ce que je ferais de mon plus jeune fils qui a aujourd'hui 16 ans et qui donc, si une guerre arrive, serait potentiellement concerné? Le fait de travailler sur un terrain en guerre m'amène irrévocablement à me poser ce genre de questions, et je voudrais qu'on se les pose. Non pas pour approcher la guerre, mais parce que ça nous aidera à être une meilleure version de nous-mêmes. Et vous le dites dans plusieurs de vos interventions récentes, y compris dans les débats publics que vous avez faits, et avec une forme d'interrogation où le terrain d'enquête ukrainien
est aussi un message pour nous, Ouais. est aussi un message. Mais vous avez employé une expression, je voudrais qu'on en parle un peu biographiquement, j'allais dire, qui est le pas de côté. Parce que dans la force de votre travail, qui est très rigoureux, précis, loin de sortes d'automatisme idéologique, etc., il y a un pas de côté personnel et qui doit aussi vous travailler. Vous le dites au début de Jamais Frères, vous êtes né soviétique, russe, mais en fait soviétique, avec une histoire familiale qui a une dimension du côté des communautés juives, de l'autre côté d'une autre partie de la Russie. Mais pour vous, vous avez une enfance soviétique au sens où, voilà, quelque part, il y avait un point aveugle qui est la grande Russie recouverte de l'Union soviétique. Et donc, vous ne voyez pas la diversité qu'il y avait derrière tout ça. Et au fond, ce maintien par le stalinisme de cette idée impériale. Et donc, comment ça se passe intimement? Vous arrivez en France au moment où ça bascule, hein, avec vos parents, la chute du mur, bientôt la fin de l'Union soviétique, 89-91. Et là, vous vous retrouvez par votre vie personnelle à aller travailler en Ukraine. Et c'est du coup russe, vous allez comprendre la société ukrainienne, vous allez apprendre l'ukrainien, vous allez bouger. Voilà, comment se fait ce déplacement intime? Parce que vous regardez tout cela sans oublier ce que vous êtes, ce qu'est votre famille et votre histoire. Cette position d'entre-deux, d'entre trois, en fait, d'entre je ne sais pas combien, est effectivement une constante. Alors, c'est une fragilité, c'est certain. Et c'est pas une force, vous dites que c'est une fragilité. Alors, c'est une fragilité parce que cette guerre me traverse à titre personnel. C'est une tragédie post-soviétique, mais c'est une tragédie personnelle pour moi parce qu'en réalité, je me reconnais. Je me reconnais ne veut pas dire j'adhère, hein, mais je me reconnais dans les deux côtés de la guerre. C'est-à-dire j'arrive à me mettre très bien dans la tête du Russe qui est en train de vivre cette guerre et de comprendre et de me mettre en empathie en fait avec ce qui le conduit en fait. Et mon histoire, mon enfance à Moscou, ma connaissance de la Russie, le travail que j'ai pu faire aussi en étant adulte m'aide à sentir ça, à être sensible en fait. Sensible y compris au niveau physique à un certain nombre de choses. Je vois très bien par exemple comment on peut être sensible à une chanson patriotique héritée de la Seconde Guerre mondiale et qui va être reprise par le pouvoir aujourd'hui. Je vois très bien ce que ça fait trembler en fait à l'intérieur d'un être parce que ça fait trembler la même chose dans mes tripes. Mais en même temps, je suis de tout cœur aussi avec les Ukrainiens avec qui j'ai aussi construit une partie de ma vie, y compris à titre personnel. Voilà, j'ai été pour des raisons professionnelles en Ukraine, mais j'y ai vécu. Mon deuxième enfant y est né. J'ai un lien très fort également avec ce pays. Donc c'est une fragilité, c'est certain. Et en même temps, je dirais que c'est une méthode parce que précisément, je ne suis jamais, quel que soit l'endroit où je ne suis jamais complètement dedans et je ne suis jamais complètement dehors. Je suis toujours un petit peu locale, je suis toujours un petit peu des nôtres dans la communauté où je suis, et en même temps jamais complètement. Hein. Et je pense que ça m'aide aussi à construire cet équilibre absolument instable, mais ça m'aide aussi, avec mes interlocuteurs et avec mes observations en fait, à faire ce mouvement permanent qui consiste à être avec les personnes, et qui consiste en même temps à être capable de prendre un tout petit peu de distance, jamais beaucoup. En réalité, c'est une des grandes difficultés d'être sociologue face à des événements forts et au cœur des événements forts. La prise de recul est un jeu complètement impossible. Et donc le seul moyen que j'ai trouvé de prendre du recul, ce n'est pas de partir dans la conceptualisation, c'est précisément d'être toujours capable d'aller de l'autre côté. Faire des recherches sensibles, vous avez employé ce mot, des recherches qui ne mettent pas tout en chiffres et en données, mais qui sont sensibles. Et il y a quelque chose, quand vous préparant cette émission et en relisant toutes sortes de choses, j'ai cité tout à l'heure l'expression « terre de sang » de Timothy Snyder, combien dans notre débat français on ne prend pas assez la mesure
de combien ce qui se joue là convoque des spectres immenses. C'est à la fois la terre de la Shoah par balle, hein, avant la Shoah industrielle, Babi Yar, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Kiev, et puis c'est aussi la terre de l'Holodomor, c'est-à-dire d'une famine organisée par le stalinisme pour souffrir. Et donc c'est une histoire profondément meurtrie. Et ce que je trouve très fort dans votre démarche, c'est que cette sensibilité à tout cela ne vous aveugle pas, parce que parfois, le souvenir, on se dit héritier de grands drames, du coup on est aveuglé, on devient un oppresseur, on en a hélas des versions sous nos yeux dans le monde aujourd'hui. Et je vais donner un exemple que j'ai trouvé très très fort. Je sais si vous êtes critique du régime de Poutine, et vous avez fait un texte sur Navalny au moment de sa mort. Alexeï Navalny, qui est mort comme un héros, pourrait-on dire, prisonnier de Poutine, et en rappelant pourquoi les Ukrainiens pouvaient avoir des bonnes raisons de lui en vouloir, comment il s'est ressaisi sur la fin, et vous lui en donnez acte, mais comment cette vision de la grande Russie, et on en revient à nos propres visions impériales, ces idéologies de grandeur, cette catastrophe de la grandeur, hein, et qui fait des ravages dans le monde entier aujourd'hui, eh bien, était au cœur de son propre itinéraire. À un moment, il a épousé une sorte de discours grand russe, impérialiste et nationaliste grand russe, plein de mépris pour l'Ukraine. Oui. Tout à fait, et ceci va, bien évidemment, ça ne conteste absolument pas le travail incroyable qu'il a fait pour dénoncer la corruption du régime stalinien. Je pense que voilà, c'est notre devoir aussi d'être ça, hein, d'être là où on ne nous attend pas. Et c'est vrai que moi, ce qui m'aide en réalité à le faire, c'est une profonde méfiance à l'égard des postures fortes. Et des postures fortes idéologiques. Des postures fortes idéologiques. Je mets ça dans le cadre que j'ai déjà, voilà, dans la boîte que j'ai déjà, dans le camp que j'ai déjà, et j'ai tout compris. Et ça, je pense que c'est de l'histoire personnelle et c'est de l'histoire familiale. Je suis issue d'une famille, et si je dis que je suis issue d'une famille soviétique, c'est parce que précisément c'est l'expérience soviétique qui a appris ça, qui a été à la fois profondément engagée dans la construction de l'URSS, avec un engagement idéologique très fort dans la Révolution. J'ai plusieurs grands-parents, arrière-grands-parents qui ont été des grands révolutionnaires à mettre ce régime en place, et en même temps, en parallèle, profondément meurtris par ce même régime dans leur vie personnelle. Victimes des purges. Victimes des purges. Dans la famille, oui, les purges ont frappé de manière très violente. J'ai un arrière-grand-père qui a été fusillé, ce combattant de l'armée rouge des premières heures, fusillé dans les purges de l'armée rouge des années 1930. Mais en même temps, j'ai sa compagne, mon arrière-grand-mère, qui l'a renié et qui a refusé de prononcer son nom jusqu'à la fin de sa vie, considérant que le régime soviétique ne pouvait pas avoir tort. J'ai ma grand-mère, sa fille, qui s'est engagée au moment de la Seconde Guerre mondiale, toute jeune femme qui a été faite prisonnière et qui a passé une bonne partie de la guerre en captivité dans le camp de Ravensbrück, mais qui, en étant sortie de camp, a fait l'objet d'une discrimination forte par le régime soviétique parce qu'elle avait survécu et qu'il ne fallait pas. J'ai une autre grand-mère qui, parce que dans sa famille, il y a eu des répressions, a dormi pendant plusieurs années, tout habillée, avec un sac posé à côté d'elle, en attendant chaque nuit qu'on vienne la chercher. Et ma mère, toute petite fille, voyait sa mère se coucher le soir sans savoir si elle la reverrait le matin. Voilà, j'ai ces histoires-là, en réalité, qui traversent mon histoire familiale, m'ont rendue profondément sensible, en fait, à la fois à l'engagement fort. Dans une famille révolutionnaire, on s'enflamme extrêmement vite, mais à la fois extrêmement conscient du coût, en fait, que peut avoir une posture extrême et un engagement extrême. Donc ça m'a rendue, et c'est quelque chose qui est assez, je pense, atypique dans le milieu où je suis, à la fois profondément attachée à l'humain et aux logiques qui guident chacun des êtres humains, mais aussi profondément non militante. Et c'est peut-être ça aussi qui me permet, dans cette guerre, à la fois de ne pas... Je ne fais pas d'erreur sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé,
Et en même temps, je considère que si l'un de mes devoirs, c'est de comprendre comment l'Ukraine résiste, mon autre devoir est de comprendre comment la société russe subit en restant au plus près de l'humain, sans juste dénoncer la propagande, la zombification, en ayant non pas du respect, mais je dirais de la considération, de prendre au sérieux le choix que font les gens, en fait, face à un régime meurtrier qui a démarré une guerre. Une fois de plus, on a souvent cette ambiguïté avec les chercheurs entre comprendre et justifier. Il n'y a pas d'ambiguïté de mon côté. Comprendre ne suppose pas de justifier, mais comprendre est absolument central, et y compris comprendre en étant capable de se mettre à la place de ceux qui font des choix terribles. Merci de ce récit. J'ai envie de vous poser une question. Parce qu'on est dans un moment où la transmission, c'est important, pas seulement de comprendre le présent. De votre point de vue, à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous sauvez? Qu'est-ce que vous gardez de la tragédie soviétique? De l'espérance et de la tragédie soviétique? Qu'est-ce que vous lui diriez en disant, dans tout ce désastre, tout ce que vous venez de décrire, y compris dans l'histoire familiale, ombre et lumière, la révolution, ses espérances, les purges, le goulag, les procès de Moscou, tout ce qu'on sait. Il faut jeter tout? Oui. Qu'est-ce que vous sauvez? Il ne faut jamais tout jeter, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'expériences humaines. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à appréhender, c'est-à-dire comment fait-on quand on a été heureux, par exemple, sous un régime meurtrier? C'est une question terrible, mais c'est une question qui se pose à des centaines de milliers de citoyens post-soviétiques. Aujourd'hui, en Ukraine, la volonté est d'effacer complètement cette expérience. Bien évidemment, on comprend complètement pourquoi. Parce que l'Ukraine a payé, dans l'histoire, et continue à payer un tribut terrible, en fait, à l'histoire de l'URSS. Mais en même temps, on efface une partie de l'expérience et une partie de mélange d'espérance, de progrès aussi, qui ont été la vie quotidienne de toute une partie de la population ukrainienne. Des générations qui aujourd'hui sont plus âgées, mais qui ont transmis ça à leurs enfants. Parce que l'Union soviétique, par exemple pour ma famille, ça a été aussi l'une de mes grand-mères née dans un shtetl en Biélorussie. J'y suis retournée d'ailleurs. Une communauté juive très pauvre. Voilà, communauté juive pauvre de Biélorussie qui est montée à Saint-Pétersbourg. La répression l'a chassée de Saint-Pétersbourg et s'est retrouvée à Moscou, mais qui a fait des études supérieures, est devenue chimiste, a offert aussi une vie à sa fille qui était une vie où précisément on pouvait faire ses études, envisager un avenir meilleur. Maman est devenue prof de français, se projeter dans un monde, dans un monde qui serait potentiellement plus ouvert. Elle était curieuse de découvrir ce monde. Et ça aussi, ça fait partie de cette histoire, mais est-ce que c'est le bon moment de le dire? Je pense qu'il faut le garder précisément dans un... Il faut l'écrire, il faut le penser, il faut indiscutablement le penser. Mais je pense aussi qu'à l'inverse, nous n'avons pas assez fait le travail non seulement sur les crimes du stalinisme, celui-ci a pu être fait. Et Poutine l'a interrompu, ce travail, totalement, effacé, même réhabilité le stalinisme, de fait. Absolument, non seulement fermer les archives dans un premier temps, mais aujourd'hui réhabilitant complètement le régime soviétique, et on le réhabilite en effaçant tout ce qui fait sa complexité. Je pense que nous avons besoin de continuer à travailler sur ces épisodes douloureux et répressifs, sans réduire en fait l'histoire d'un pays à ça. Tout ce qu'il fait sur la Grande Guerre patriotique, le régiment immortel, la disposition légale qui interdit de discuter l'histoire, la rend figée, c'est exactement ça qu'il fait actuellement. Tout à fait. Mais l'Ukraine aussi a sa part dans cette histoire. Parce que l'Ukraine, tout en étant très clairement victime du régime soviétique, a été aussi l'une des républiques les plus favorisées de l'Union soviétique. Et quelque part,
Si elle était le colonisé, elle était aussi le colonisateur pour d'autres. Et des Ukrainiens étaient présents dans les instances du pouvoir de l'URSS et ont participé à cela, et ont participé à la construction du régime soviétique. Léon Trotsky était ukrainien, il faut le rappeler. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Je pense à celui-là, voilà. l'opposant à Staline au final. Forcément, voilà. Mais... et bien d'autres, vous avez raison. Une fois de plus, vous voyez, il serait trop simple que la guerre efface tout cela, efface un récit binaire, en fait, où vous avez un centre oppresseur sur les périphéries. La tentation est très grande, parce qu'en réalité, on découvre de jour en jour ces oppressions, des choses qui faisaient partie de l'histoire sans qu'on s'interroge sur leur portée. Mais je pense que nous avons besoin, aussi ennuyeux que ça puisse paraître, de tellement de nuances dans le récit de cette histoire. Ces nuances ne nous empêcheront pas de soutenir l'Ukraine. Ces nuances ne nous empêcheront pas de dénoncer le régime poutinien. Mais ces nuances, en fait, laissent une ouverture et une possibilité pour l'Ukraine de demain, mais aussi pour la Russie de demain. Parce que s'il y a quelque chose qu'on ne pense absolument pas aujourd'hui, c'est la Russie de demain. On est terrorisé par celle d'aujourd'hui, et on a raison. Mais pour construire la paix, nous avons besoin de penser l'avenir. Et l'avenir passe par ça. L'avenir passe par une remise à plat. Alors, je pense que nous ne la verrons pas, ni vous ni moi. Nous avons bien vu sur l'exemple français combien de générations il faut pour dénoncer une situation coloniale. Combien de générations il faut pour que des combattants ou leurs familles ou leurs descendants, en fait, puissent travailler ce que leurs grands-parents ou leurs parents ont fait. Plus tôt on enclenchera ce travail, plus on laisse de chance à l'humain qu'il y a derrière. Oui, il faut du temps, et d'ailleurs ce n'est pas terminé pour nous. Et par rapport à ces nuances, c'est aussi essayer... le souci des nuances, c'est s'obliger à voir clair. C'est une ironie ce que je fais, puisque je cite souvent cet exemple par rapport au journalisme. André Malraux interviewe Léon Trotsky en exil, persécuté, et qui est caché en France avant qu'il se retrouve au Mexique et qu'il soit assassiné sur ordre de Staline. Et Malraux, dans un journal qui s'appelait Marianne, pas le Marianne d'aujourd'hui, il dit quelle est, Léon Davidovitch, votre définition du communisme? Et Trotsky répond, voir clair. Voir clair. Ce qui est alors c'est peut-être que Malraux l'a inventé, mais je dis ça juste sur le souci de la nuance, du puzzle, des contradictions, c'est nous obliger à voir clair. Et de ce point de vue, dans vos dernières contributions sur votre blog, vous essayez d'y voir clair, et de façon alarmante, en parlant non pas du coût de la guerre pour la Russie, mais du coût de la paix pour la Russie. Et vous rejoignez, d'ailleurs on a un peu écrit ça sur Mediapart, combien au fond la guerre est nécessaire à Poutine. Combien, par rapport à toutes les bruits, le bluff de Trump, etc., Poutine n'a pas intérêt, au-delà même de son envie d'aller jusqu'au bout de cette appropriation, la paix serait une catastrophe pour lui. Alors, à titre politique, bien évidemment, la paix aurait un coût pour le poutinisme. Mais je pense qu'on peut même aller au-delà. Et on peut se dire que l'un des risques majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est que la guerre s'enracine dans la société et devient une nouvelle source de revenus et de ressources, de position sociale, de place dans la hiérarchie. Elle devient indispensable non seulement à la survie du régime, mais elle devient quelque chose dont un certain nombre d'acteurs, et pas forcément que les élites du Kremlin, non seulement s'accommodent, mais tirent profit. Le profit tiré de la guerre n'a rien d'original. Mais moi, j'observe au niveau structurel, en fait, comment on a aussi une structure politique et administrative, comment on a un monde économique qui se refaçonne pour tirer un maximum d'avantages de la guerre. Ce qui fait de la guerre, finalement, la nouvelle normalité aujourd'hui en Russie. Alors, tout ça est un équilibre extrêmement fragile, puisque c'est un équilibre qui demande des injections financières. Des injonctions idéologiques et des injections financières considérables. L'économie est d'ailleurs ordonnée sur la guerre maintenant. L'économie est ordonnée sur la guerre, mais c'est une économie financée par les ressources de l'État. Et donc, en fait, ces ressources ne sont pas forcément inépuisables et l'équilibre peut rester fragile. Mais c'est vrai que
il est vraiment frappant de constater les effets politiques, économiques et sociaux de l'installation d'une guerre dans la durée. La guerre était un facteur de déstabilisation majeur pour le régime poutinien. Elle est désormais un nouveau facteur de stabilité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie ne va peut-être pas y renoncer. Mais j'identifie aussi d'autres difficultés qu'aurait le Kremlin à arrêter cette guerre. Le retour des combattants sera absolument terrible. Comme déjà pour l'Afghanistan, ça a été un élément profondément douloureux dans la société russe. Ce sera sans commune mesure. Sans commune mesure. Sans commune mesure. En termes quantitatifs, on parle de beaucoup plus de personnes. Et je pense qu'on est sur une guerre qui va être nettement plus meurtrière que toutes celles que la Russie a pu conduire, à l'exception de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, en fait, les combattants qui reviennent ont été utilisés par une armée maltraitante, ont aussi été engagés dans une guerre extrêmement destructrice où les populations civiles en face ont été visées. Et c'est d'autant plus terrible que ces populations civiles sont censées être leurs frères et leurs sœurs, qu'ils connaissent par cœur. Et ils arrivent aussi dans une société qui ne va rien faire pour les accueillir. Donc en fait, on a potentiellement, je dirais, un retour des combattants qui aura des effets terribles sur la société dans son ensemble, mais aussi qui sera terrible pour les anciens combattants, pour ces personnes elles-mêmes. Rien n'est fait aujourd'hui et bien évidemment rien ne peut être fait dans un contexte de guerre pour prendre en compte la douleur qui sera aussi celle de ces combattants. La deuxième difficulté que j'identifie, mais il y en aura d'autres. Je pense que voilà, l'injonction à la poursuite de la guerre va être forte dans la société russe. C'est ces territoires que la Russie occupe et qu'elle a officiellement intégrés dans les frontières de la Fédération de Russie, insérés dans la Constitution, c'est écrit noir sur blanc, ça ne peut pas changer. Sauf que ces territoires, qui sont aujourd'hui sous administration militaire violente, ou donc qui sont maintenus par la répression, le jour où la Russie dira « la guerre est terminée, nous souhaitons la bienvenue aux Ukrainiens qui rejoignent enfin leur patrie historique », ce jour-là sera un jour du début d'une profonde instabilité politique pour le régime de Vladimir Poutine. Parce qu'intégrer des territoires dont la population se considère sous occupation militaire, c'est un défi auquel la Russie ne saura pas faire face, parce que jusqu'à maintenant, elle n'a pas su y faire face. La dernière expérience en date, c'est la guerre en Tchétchénie. Et ça ne s'est pas très bien passé. La Tchétchénie reste une cocotte minute sur le territoire russe, source de violence et source d'instabilité. Donc c'est vrai que si la guerre s'arrête, par bien des mécanismes, le régime peut se désintégrer de l'intérieur. C'est l'une des raisons qui, à l'époque où j'avais publié cette petite analyse sur mon blog, m'a amené à penser qu'un cessez-le-feu peut-être, une baisse d'intensité du conflit armé, mais une fin de la guerre, le pouvoir ne peut plus se le permettre. J'ai une dernière question. Avec vos amis ukrainiens, vos contacts, vos sources, comment vous ressentez cette question qui anime tout le débat public, les juristes, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice? Dans les deux cas, je parle évidemment de la guerre d'Israël, de vengeance d'Israël contre la Palestine, au-delà de Gaza, de destruction de la Palestine, et évidemment la guerre d'invasion impérialiste de Poutine. Benyamin Netanyahou, Poutine, tous les deux sont sur le coup de mandat d'arrêt de la CPI, et une partie du monde nous regarde, nous, entre guillemets, l'Occident, l'Europe, comme le monde du double standard. On prend des sanctions pour Poutine, on ne prend aucune sanction pour Netanyahou. Est-ce que ce débat traverse la société ukrainienne dont vous avez décrit tout à l'heure la vitalité? Cette idée de tenir tous les bouts aussi, de considérer que le droit international invoqué contre Poutine, il faut aussi l'invoquer ailleurs, ou autrement on le ruine. C'est une discussion qui a lieu dans les cercles intellectuels et politiques. Pour l'Ukrainien ordinaire, en réalité, la question de sa survie au jour le jour, et quand je dis survie, je ne dis pas survie alimentaire, économique, le fait d'être dans une maison qui ne sera pas détruite par une bombe, de survivre sur la ligne de front, prime par-dessus tout.
Comme pour un Palestinien, elle prime à Gaza par-dessus tout. Donc le Palestinien ne pense pas à l'Ukraine et l'Ukrainien ne pense pas à la Palestine. L'Ukrainien pense, effectivement, il y a certainement de ça. Je pense que ce qui fait tenir les Ukrainiens, c'est qu'ils voient très bien où est leur place. Et quelque part, ils ne cherchent pas... Comment dire, ils délèguent aussi aux penseurs dans leur société cette idée. Vous voyez, il y a une des choses qui me surprennent, par exemple, à chaque fois en Ukraine, je pose toujours la question du rapport des Ukrainiens à leur propre pouvoir politique. Qu'est-ce que vous pensez de Volodymyr Zelensky, de la manière dont la guerre a été gérée, etc. Et vous posez cette question en France, chacun va vous donner sa lecture politique du moment. Nous avons tous... les Ukrainiens sont aussi très politisés, mais alors, lorsque je pose cette question en Ukraine à une personne qui est en train d'entraîner des civils pour leur donner une chance de survivre sur le front, à une personne qui est engagée dans une ONG, ils vont avoir leur opinion, mais ils vont me dire, sincèrement, à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc je le laisse faire. On aura des choses à lui reprocher, mais chacun son rôle. Et mon rôle aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être d'entraîner ce jeune homme en surpoids pour qu'au moins, s'il ne peut pas courir très vite, il ait une chance de tirer de manière professionnelle et qu'il puisse survivre un petit peu plus longtemps. Parce que nous avons tous besoin de survivre un petit peu plus longtemps. Et je crois que voilà, cet enjeu-là donne une lecture du monde, qui est une lecture du monde qui devient plus étroite, bien évidemment, qui est aussi une lecture du monde qui devient intolérante à nos aveuglements. C'est-à-dire que les Ukrainiens, en vivant ce qu'ils vivent au quotidien, ne comprennent pas pourquoi et ne comprennent pas comment il est possible pour nous de s'intéresser à d'autres choses. Enfin, non pas de s'intéresser à d'autres choses, mais de se désintéresser en fait d'eux et de ne pas partager en fait ce qu'ils vivent au quotidien. Déjà sur la Première Guerre mondiale, on disait que le combattant sur le front est celui qui a la vision la moins large, la moins bonne vision de ce qui se passe, parce que ce qu'il voit en fait, c'est sa tranchée et ce qu'il y a directement autour de sa tranchée. Je crois que les Ukrainiens aujourd'hui combattent une guerre qui est avant tout à combattre sur leur sol. Ils en perçoivent les enjeux internationaux, ça c'est certain. Et ils ont tous la conviction qu'ils sont en train de nous défendre, qu'ils ne sont pas seulement en train de combattre pour eux-mêmes, mais aussi pour nous. Qui serions-nous face à l'inconcevable ? C'est ce que vous dites dans ces derniers mots sur votre blog pour présenter avec toutes les photos ce travail que vous avez fait, Ukraine, la force des faibles. C'est une immense leçon de recherche, de rigueur, et puis je pense que tout le monde l'aura entendu, d'humanité, de sensibilité. Merci Anna Colin-Lebedev du fond du cœur. Merci beaucoup. Mediapart.